Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous cet après-midi, malgré la nervosité qui me ronge, parce que j'ai un peu perdu l'habitude de faire ces présentations devant tant de gens. Alors, je suis heureuse de vous accueillir ici, sur ces territoires non cédés algonquins. Et je remercie mes collègues des milieux universitaires, des milieux scolaires, de partager avec nous leurs expériences et leurs recherches. Pour nous, travailleurs de musée, c'est très stimulant. Lorsque les chercheurs nous demandent de venir faire une partie de leur recherche sur notre terrain ou quand les enseignants acceptent d'expérimenter une nouvelle activité chez nous. Alors, oui, je suis chef de l'action éducative au musée McCord, mais aussi au musée Stuart, car les deux musées sont regroupés depuis 2013, amenant ensemble les deux magnifiques collections qui documentent de manière exceptionnelle l'histoire de Montréal, de l'époque de la Nouvelle-France jusqu'au 20e siècle et même jusqu'au 21e siècle au musée McCord. On voit ici les deux édifices, ce qui rend la réunion de ces deux entités ensemble encore plus intéressante dans le sens chinois du terme, c'est qu'ils se trouvent l'un au centre-ville de Montréal et l'autre à l'île Sainte-Hélène, qui est tout de même un petit peu plus loin. Mais les deux collections apportent des objets d'une grande variété, grande quantité. Comme vous pouvez le voir ici, au McCord, nous avons peinture, estampes, dessins, costumes, textiles, ethnologie, archéologie, donc une grande collection d'objets des premiers peuples, des arts décoratifs, archives photographiques Notman, qui est on en est très fiers d'avoir eu le fonds de William Notman, et ainsi que des archives textuelles. Du côté du musée Stuart, on a des objets, peut-être en moins grand nombre, mais d'un tout autre ordre, des objets d'art, de la vie quotidienne, des objets scientifiques, des objets militaires, de la cartographie, des documents iconographiques, des livres anciens et aussi des archives. Donc, tout pour créer des rencontres entre l'être humain et les objets. Donc, comme on l'a dit dans ma présentation, je travaille en éducation muséale depuis plus de 25 ans. J'aurais aimé vous tracer un portrait de l'évolution des stratégies en éducation muséale et une analyse exhaustive des pratiques depuis 1986, avec des chiffres à l'appui, mais le temps me manque. Alors, je crois que j'ai suffisamment d'expérience pour partager avec vous comment on en est arrivé maintenant dans les musées à vouloir faire vivre à tout prix des expériences à nos visiteurs. Donc, j'ai vu l'avènement des visites commentées traditionnelles et magistrales où quand on pouvait mettre le plus d'informations, c'était vraiment les meilleures visites que l'on pouvait faire. J'ai vu aussi la croissance de l'importance accordée aux visiteurs et à leurs besoins, à leurs intérêts. J'ai été témoin de la vague de popularité et de la stratégie de questionnement qu'on a utilisée tant qu'à un moment donné, les visiteurs nous demandaient « Mais est-ce qu'on va avoir un examen à la fin de la visite? » J'ai vécu l'arrivée des technologies qui ont enflammé les musées au point où l'on se demandait si les guides seraient tous remplacés par des bornes interactives. Peut-être certains enseignants se posent la même question, s'ils vont être un jour remplacés par des émissions de télévision. Toutes ces vagues étaient suivies par un ressac qui nous ramenait vers ce que nous jugions être l'essentiel à ce moment-là. J'adore cette photo. C'est la photo qui me calme quand je suis trop nerveuse dans une présentation. Alors aujourd'hui, développer des activités dans un musée, c'est prendre en compte la révolution technologique qui fait que l'information peut être accessible au fond de sa poche dans son téléphone. Développer des activités dans un musée aujourd'hui, c'est aussi prendre en compte le partage d'un public avec un nombre grandissant de musées et d'autres organismes ou des institutions vouées à l'éducation ou à l'éducation divertissement. Revenons à la base. Comment le musée transmet-il les savoirs? Qu'avons-nous de plus à offrir pour la transmission des savoirs? Nous avons les objets, artefacts, sources premières, que nous conservons, documentons, restaurons et exposons. Le musée transmet les savoirs par ses expositions, des agencements d'objets qui diffusent le savoir des chercheurs, des conservateurs experts dans leur domaine, par l'entremise de personnes humaines ou de dispositifs éducatifs.
Ces objets mis en exposition, pour peu qu'on les questionne, suscitent le débat, le choc des idées, amènent des discussions sur les différences et les similitudes de nos communautés de plus en plus diversifiées plutôt. Les expositions ont évolué au cours des siècles. Elles s'inspiraient du livre, images, texte, images, texte. Maintenant, elles sont plutôt proches parents du cinéma ou du jeu vidéo. L'objet et l'exposition sont notre matière première à la base de la médiation. Les contenus y sont exprimés par des faits historiques, des témoignages, des évocations, de la poésie, sous forme écrite, visuelle, cinématographique ou musicale. Un cas exemplaire d'exposition au contenu fort est celui que je vous montre à l'écran. Musique, le Québec de Charlebois à Arcade Fire, qui a été présenté au Musée McCord à l'été 2014. Cette exposition présentait l'histoire contemporaine de 5 générations qui s'est révélée un magnifique projet intergénérationnel. Les contenus sonores, écrits, filmés ou photographiés ont permis aux jeunes et aux moins jeunes de se retrouver sur un pied d'égalité. Grands-parents, parents, adolescents déambulaient et partageaient à l'unisson cet espace où chaque chanson rappelait un fait, un moment de l'histoire du Québec. Ce fut une occasion de laisser survenir l'interaction d'objets à visiteurs et de visiteurs à visiteurs. Mais revenons à ce qui caractérise l'expérience cognitive au musée. On parle de mémoire, de langage, de raisonnement, d'apprentissage, d'intelligence, la résolution de problèmes, prise de décision, le temps d'attention, mais aussi la perception, la motricité, l'émotion. Donc, comment activer, peut-être pas tous, mais le plus de ces aspects de la cognition au musée dans un contexte d'un module de temps limité et souvent unique? La mémoire, je me rappelle, ma mère m'en a parlé. Le langage, j'écoute, je me pose des questions. Le raisonnement, je fais des liens avec mes connaissances. L'apprentissage, j'acquiers de nouvelles connaissances. La résolution de problèmes. Tiens, nous sommes en 1905, les routes sont peu développées, je n'ai pas de moyens de transport, donc je dois habiter près de mon lieu de travail. Et on aime aussi on aime stimuler l'imagination et l'empathie. Je m'imagine vivre à cette époque où je me mets dans la peau de cet artiste. Le travail de l'équipe de l'éducation, ceux qu'on a parfois appelés les intermédiaires avec le public, les éducateurs, les animateurs, les interprètes, les spécialistes de l'apprentissage et dernièrement les médiateurs, c'est de créer un lien entre objet et visiteur. Chaque appellation amenait une nouvelle philosophie et ces changements de posture avaient été suscités par la priorité grandissante accordée aux besoins des visiteurs. Ainsi, on a voulu s'éloigner de la position unidirectionnelle du détenteur du savoir vers le récepteur pour adopter une dynamique de participation et d'échange. Je vous rappelle que pendant ce temps-là est arrivé Wikipédia, où est-ce qu'on avait une posture de collaboration, de construction de savoir. Ces échanges ont aussi stimulé le désir de rejoindre un public qu'on a appelé pendant un certain temps le non-public. S'ils ne venaient pas au musée, nous irions les rejoindre avec des objets d'une collection éducative. Le musée cathédrale serait remplacé par un musée forum, un musée qui sort de ses murs, un musée qui va à la rencontre de l'autre. Alors, on va faire un petit tour d'horizon sur le terrain muséal. Qui fait-on? On a la visite traditionnelle où un expert diffuse son savoir tout en dynamisant son propos de questions et d'anecdotes. On est allé vers la visite animée pendant laquelle le guide pouvait adopter un style plus théâtral. L'atelier pratique, où le visiteur est appelé à exécuter des tâches qui vont concrétiser les savoirs abordés, très prisé par les publics scolaires. La visite autonome, bien sûr, qui repose en grande partie sur la lecture et la délectation. Les capsules, qui sont de courtes présentations thématiques, l'audio-guide, qui contextualise les objets et permettent aux visiteurs un certain contrôle sur le choix, le rythme de sa visite, ou celui qui offre tout simplement une trame musicale à la visite.
On a aussi les jeux de piste, les treasure hunt, qui offrent un but plus spécifique à la visite avec des problèmes à résoudre. Enfin, le Média Guide, qui permet de consulter des documents périphériques qui ne se retrouvent pas dans l'exposition. Mais comment extraire l'information, l'émotion, le sens d'un objet dans un musée? Il faut ralentir le regard pour approfondir le questionnement. Je vous ai amené ici un résumé de 3 types de méthodes d'observation. Le premier, c'est celui que j'ai reçu pendant ma formation à l'Université Concordia. Venait de M. Edmund Burke Feldman, son ouvrage « Becoming Human Through Art ». C'est une méthode de critique artistique qui a été utilisée par l'équipe du service éducatif au Musée des Beaux-Arts de Montréal. Cette méthode avait l'avantage de ralentir le regard pour l'empêcher de sauter trop vite aux conclusions, ce qui était très utile devant une œuvre d'art abstrait un peu rébarbative. Donc, on suivait rigoureusement l'ordre, la description de ce que l'on voit, l'analyse, le comportement de ce que l'on voit, l'interprétation, donner une signification à l'objet et finalement, le jugement, décider de la valeur de l'objet. La discipline imposée au regard était la plupart du temps couronnée par la surprise de découvrir qu'on appréciait quelque chose qui, a priori, nous rebutait ou nous était étranger. C'est une méthode que nous avons utilisée, par exemple, dans des projets sur l'architecture de la ville pour révéler aux écoliers la richesse artistique des maisons et édifices qui côtoyaient tous les jours sans les remarquer. On peut rapprocher la grille d'analyse développée en 2003 par le Musée McCord, la 2e colonne, sous le nom de « Clés pour l'histoire ». Plusieurs d'entre vous sont sans doute familiers avec celle-là. Qui, quoi, quand, pourquoi, où et comment. Qui se rapproche aussi de la méthode 3QPOC, qui, quoi, quand, pourquoi, où et comment, qui a aussi effet de ralentir le regard et approfondir le questionnement. J'ai ajouté une 3e colonne, j'ai rajouté ça avant-hier soir, en découvrant la plateforme Éducar que le Musée des Beaux-Arts vient de mettre en ligne, où on a encore simplifié, où on observe, on situe, on s'approprie. Et dans chacune de ces catégories, bien, on a des questions qui sont proposées. Parce que, n'est-ce pas toujours le génie du choix des questions qui allume la curiosité? Donc, ce que l'on recherche présentement, c'est de faire que le visiteur va s'approprier le musée dans les murs et hors de ces murs. Et je dois dire que notre public famille nous a amenés vers une meilleure appréhension de l'importance de l'affectif en éducation muséale. Ou, pour reprendre la formule de nos équipes de marketing, de l'importance d'offrir une expérience. Laisser une bonne impression à nos visiteurs de demain. C'est ainsi que des activités comme les cours du samedi, les ateliers du dimanche nous ont incités à développer des activités pour un double public. Les enfants accompagnés de leurs parents, parce qu'il est important d'émerveiller, d'amuser les petits autant que d'informer et de fasciner les grands. Parfois, nous nous amusions à inverser les rôles, à faire découvrir le musée aux adultes par les enfants. Ce faisant, il s'est avéré important de mettre en valeur la relation du parent-enfant pendant le déroulement de l'activité, car l'adulte aime vraiment être témoin des apprentissages de son enfant et les deux pourront en reparler à la maison. Ne voyez-vous pas là un parallèle intéressant à faire avec l'enseignant et sa classe? Et on continue de vouloir mettre en valeur l'objet. Donc, bien qu'on ait longtemps maintenu les frontières bien distinctes entre les activités scolaires et celles pour le public famille, un jour on s'est rendu compte qu'on pourrait décloisonner la manière dont on approche nos publics et développer une activité qui fait appel au sens, à l'imagination et au plaisir, mais pour parler d'histoire à un public scolaire, tout en remplissant les prérogatives du programme de formation de l'École québécoise. Un exemple de ce type d'activité est la face cachée de l'histoire, qui est une visite atypique. L'histoire du Québec est racontée autrement. La classe est divisée en 2 groupes qui suivent un parcours de visite différent dans l'exposition. Dans ce cas-ci, l'exposition Histoire et mémoire au musée Stuart.
2 groupes suivent un parcours où les sources primaires de la collection du musée sont utilisées. Lorsque c'est possible, comme vous voyez, on peut sortir des objets et les faire observer de plus près par les élèves. Le guide révèle des faits inédits et chacun des groupes va adopter le point de vue soit des colons français, soit des soldats britanniques, ou le point de vue des Autochtones. La visite se termine par un jeu questionnaire où l'on retrouve 2 équipes qui vont se rencontrer. On va leur poser une question, mais chacune des équipes aura sans doute une réponse différente parce qu'il va avoir fait la visite selon un différent point de vue. Et on va discuter à savoir pourquoi on a quand même vu la même exposition, pourquoi est-ce qu'on a des réponses différentes. Nous expérimentons aussi cette année une activité qui se veut immersive. Le camp d'internement S43, une atteinte aux droits et libertés. Entre 1940 et 1943, le fort de l'île Sainte-Hélène, dans lequel se trouve le musée Stuart, a été le lieu de détention de 400 marins marchands et civils italiens détenus comme prisonniers de guerre. Une visite commentée des bâtiments historiques est appuyée par les documents d'archives et le témoignage d'un ancien détenu. La visite est suivie d'un jeu de rôle immersif dans lequel les élèves expérimentent les conditions de vie des internés. Un genre de escape game avec des indices, des codes et un guide animateur qui devient un geôlier pour l'occasion. Ils s'engagent ensuite dans une réflexion collective sur la privation des libertés en temps de guerre et tissent des liens avec des situations contemporaines. Un autre type de dispositif et de stratégie pédagogique que nous avons développé pour approcher les objets du musée est l'application que vous voyez à l'écran, Montréal, une ville à écouter, qui proposait au public un outil original par le biais auditif. Il stimulait à la fois l'attention et l'imagination et contribuait à enrichir la visite de façon significative. C'était un jeu de pistes sonores sur dispositif numérique qui était offert aux jeunes de 10 à 16 ans. Il offrait une manière novatrice de visiter une exposition sur l'histoire en plongeant les utilisateurs dans l'atmosphère de différentes époques. Et chaque époque était recréée par une ambiance sonore qui plongeait le visiteur dans une recherche et qu'il dirigeait dans une section ou une autre de l'exposition. Le visiteur voyait l'œuvre d'un œil nouveau et interprétait la ville du passé à laquelle les sons lui ont redonné vie. Je ne sais pas si je dois faire appel à Mathieu à ce moment. Si quelqu'un pouvait cliquer sur... Oui, merci. Quand avez-vous eu à identifier le bruit d'un train ou d'une machine à coudre les chaussures? La visite scolaire avec Montréal, une ville à écouter, était planifiée de manière thématique parce qu'on voulait éviter les embouteillages dans la salle d'exposition. Mais l'activité pratique qui suivait consistait à remettre en ordre dans une ligne du temps les éléments, les objets, les personnages ou les endroits de la ville qui avaient été vus dans l'exposition. Donc, l'information appréhendée de façon aléatoire devait être organisée chronologiquement. Et sur les 2 autres, on va passer rapidement parce que je prends peut-être trop de temps. On avait des indices visuels. Et peut-être que Mathieu pourrait juste cliquer, mais brièvement sur... Qu'est-ce que les ouvriers sont en train de confectionner à l'aide de leurs machines? Donc, c'est un jeu de piste. En fait, c'est un mélange entre jeu de piste et audio guide, si vous voulez. Dans le fond, est-ce qu'on peut juste brièvement... Parce que la fabrication artisanale de chaussures correspond à un mode de fabrication à l'unité par une même personne, du début à la fin du processus. Merci. Au 19e siècle, elle fait place à la production industrielle. Peu à peu. Merci. Alors que l'on s'adresse à un public scolaire ou familial, on se pose au fond toujours la même question. Mais qu'est-ce qu'on veut qu'ils retiennent?
Quel effet veut-on avoir sur le visiteur? Veut-on qu'il retienne des faits, des dates? Veut-on qu'il retienne une histoire dramatique et cruciale qui les touche? Veut-on même contribuer à ce qu'ils deviennent des citoyens actifs et bien intégrés dans une communauté de plus en plus diverse? Alors, nous avons développé plusieurs programmes, dont celui-ci où des jeunes vont à la rencontre de la conservatrice, dans ce cas-ci, Mme Guylaine Lemay, conservatrice ethnologie et archéologie, qui a préparé pour eux un jeu avec des objets, des vrais objets de la collection, où elle leur fait passer par tout le processus de comment définir la provenance d'un objet. Alors, on fait beaucoup d'expériences différentes et on est toujours curieux d'essayer de nouvelles choses. Ça peut être parfois un peu épuisant. Donc, cette année, à la suite de journées de réflexion animées par une consultante, nous avons réalisé que nous en faisions trop, qu'il fallait revoir notre approche éducative, présenter une approche nouvelle de l'éducation muséale. Nous devons aller au-delà de la transmission de connaissances par le contact du visiteur avec la culture matérielle pour nous orienter vers des stratégies qui favorisent le développement global de la personne. Cette approche se voudra en conformité, bien sûr, avec les tendances actuelles en éducation, par des programmes misant sur l'ouverture vers l'autre et l'acceptation de la différence. Et je vous rappelle que on a examiné l'endroit où se trouve le musée McCord, qui est Montréal, qui est vraiment un endroit qui reçoit des influences de diverses communautés culturelles. Et on est venu à la conclusion qu'on ne pouvait pas passer à côté de ce fait très important qu'il fallait aborder la question de l'ouverture aux nouveaux arrivants, aux nouvelles cultures. Nous allons développer des programmes plus immersifs, plus inclusifs et participatifs. Ainsi, en faisant réfléchir les visiteurs sur la société afin de mieux la comprendre et de l'interpréter selon leurs connaissances, leur âge et leurs intérêts, le musée se distinguera des autres musées d'histoire. Pour réaliser cette approche, nos activités se construiront à partir des cursus des différents niveaux scolaires. Les thèmes que nous aborderons seront reliés aux collections, mais seront adaptables d'une exposition à l'autre pour nous pousser à nous réinventer et à proposer une approche qui, nous l'espérons, mobilisera les enseignants. La visite au musée McCord et Stewart sera pertinente non plus seulement au programme d'histoire et de l'univers social, mais aussi au programme d'éducation à la citoyenneté, d'éthique et culture religieuse et d'art visuel. Nous allons continuer à collaborer avec les enseignants pour développer des projets dont je vous énumère ici quelques-uns. Comprendre l'histoire par le conte, où nous avons amené des classes à visiter le musée pour ensuite créer des contes collectifs. Partageons notre mémoire et nos histoires, qui est un programme sur lequel je vais revenir tout à l'heure avec une photographie qui dit 1000 mots pour des adolescents. Voyage historique, contes fantastiques, encore une fois avec les contes. Les objets sous la loupe qui initient les jeunes aux différents métiers du musée. Les premiers peuples et moi, où nous travaillons en collaboration avec des artistes des premiers peuples pour guider les jeunes dans la création d'objets artistiques où on voit les influences des différents groupes. Et finalement, en classe, une semaine au musée, où 3 fois par année, une classe vient passer toute la semaine au musée. Donc, au lieu d'aller à l'école, à chaque jour, ils viennent de 9h à 3h l'après-midi. Et on leur fait voir les différents aspects du musée. On leur fait étudier l'artiste qui est dans nos salles au moment où ils viennent. Et ils construisent leur propre mini-musée qu'ils vont pouvoir rapporter à l'école et exposer. Un autre point très important dans cette recherche de pertinence du musée dans notre contexte à Montréal,
c'est de demeurer pertinent au cœur de la diversité. Vous comprendrez qu'on ne présentera pas Montréal à un groupe d'élèves de 6e année de la même façon qu'on va la présenter à un groupe, comme dans ce cas-ci, de 48 nouveaux arrivants syriens qui sont arrivés, qui ne parlaient pas la langue et qui étaient tellement ravis d'être avec nous. On a participé au programme Halwa Canada en novembre l'an dernier. On avait préparé des visites avec des interprètes. On avait préparé un atelier d'animation image par image pour que les enfants, les plus vieux, les plus jeunes collaborent à créer des petits films. Et je nous ai impressionnés. On a été capable de visionner les films à la fin de l'après-midi. Et on a partagé un repas avec eux. C'est aussi ce que le musée peut faire pour être pertinent. Un programme duquel je suis vraiment fière et qui prouve que la diversité n'est pas juste la diversité de culture, mais aussi la diversité d'âge ou de génération. C'est le programme Partageons notre mémoire et nos histoires, où nous recrutons des jeunes bénévoles du niveau secondaire qui doivent faire du bénévolat dans le cadre de leurs cours et qu'on envoie avec des objets de la collection éducative rencontrer des aînés en situation de perte d'autonomie. Et ils arrivent avec leurs objets et des conversations sont initiées et de beaux échanges, des liens sont formés. On a d'ailleurs gagné un prix avec l'Association québécoise de l'interprétation du patrimoine dans le volet communautaire cette année, où on en est très fiers. Donc, encore une fois, cette année, on a près de 80 jeunes bénévoles qui vont aller rencontrer plus de 800 personnes au cours de l'année pour leur apporter un peu de joie, un peu de compagnie différente de la compagnie qu'ils reçoivent à tous les jours dans un contexte où ils ne reçoivent que des soins et très peu de visites seulement pour le plaisir. S'il nous reste quelques minutes, j'aimerais vous présenter le témoignage d'une classe qui est venue au musée cet automne. Et comme dans plusieurs disciplines, il faut commencer tôt pour que ça devienne naturel d'aller aux sources des musées pour comprendre le monde. J'aimerais voir au musée le coin des animaux et le coin magie, la peau des animaux et des colliers, les crânes des caribous et les manteaux. C'est la deuxième fois que je vais au musée. On a écouté 3 légendes et on a aussi touché comme des fourrures. Dans ce musée, j'aime bien les activités qu'on fait, les bracelets, les visites, les légendes qu'on nous raconte et tout. J'avais appris beaucoup de choses comme une sorte de boîte avec les épines violettes. Et on a parlé des personnes qui vivaient là-bas, les autochtones. Et on a parlé surtout d'eux qui vivaient dans le nord. L'activité, c'était faire un bracelet comme les autochtones. On a touché des bois, on a touché des mocassins et on a touché des manteaux à fourrure. Et aussi, on a touché une côte de baleine. C'était vraiment gros comme ça. Une boîte avec des épines de porc-épic. Aussi, on a vu une genre de poupée. Il y avait un bébé là, dans sa capuche. J'ai appris beaucoup de légendes et c'était vraiment très cool et impressionnant aussi. Merci.